Combien sont nés à la maison? J'ai deux enfants, dont un qui est né à la maison, le premier, un de bientôt 11 ans et un de 7 ans et demi. Donc j'ai accouché à la maison pour le premier, qui a 11 ans bientôt. Donc j'ai accouché il y a presque 11 ans à la maison pour mon premier. Qu'est-ce qui t'a motivé à coucher à la maison pour le premier? Alors, c'est une longue histoire, mais essentiellement le fait que j'ai vu ma sœur accoucher à la maison 10 ans auparavant. Euh, comme j'étais présente, j'ai pu voir ça et j'ai trouvé ça tellement naturel et évident que je me suis dit si un jour j'ai un enfant, ça me semble évident que ça doit se passer comme ça. Parce que ça m'a paru très très évident, naturel. Et donc, le jour où j'étais enceinte, je commençais à me poser des questions comment est-ce que j'allais y arriver vu que je n'étais pas dans le même pays que ma sœur et qu'il fallait que je cherche à savoir si ça se pratiquait en France. Et quand j'ai commencé à poser des questions, ça ne me semblait pas évident. Mais j'ai continué à chercher. J'ai fait le beau temps dans la région où j'habitais pour chercher les sages-femmes qui feraient des accouchements à domicile. Et j'ai dû appeler quelques-unes. On m'a dit non, non, pas du tout. Et, et puis j'ai entendu parler de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait accouché à la maison. Et c'est comme ça que je suis arrivée à trouver la personne qui, en effet, pouvait faire des accouchements à domicile. Et donc, j'ai rencontré cette sage-femme et, elle m'a expliqué comment ça se passait et elle m'a raconté son expérience et elle m'a dit que c'était exceptionnel d'accoucher à la maison pour un premier, que ça ne se faisait pas si souvent que ça et qu'il fallait que je sache que c'était difficile. Il fallait que je sois vraiment très déterminée. J'ai dit que oui, voilà, ça me paraissait évident qu'il fallait commencer par là. J'avais vraiment envie de vivre cette expérience de cette façon-là. Et du coup, on a fait ce chemin ensemble. Et, donc, c'était merveilleux. Je trouve ça. C'était vraiment ce que je voulais faire, oui. Donc c'est une sage-femme qui t'a accompagnée. Oui, c'est une sage-femme libérale qui m'a accompagnée. Et d'après ce que j'ai compris, bon, je n'étais pas la première femme qu'elle accompagnait dans ce cheminement-là. Et d'après ce que j'ai compris aussi, c'était la seule sage-femme libérale dans cette région-là qui pratiquait des accouchements à domicile. Donc, j'ai fait ce chemin avec elle, oui. Euh, donc tu as eu un deuxième enfant qui n'est pas né à la maison. Pourquoi? Euh, alors, pour finir avec le premier, c'était merveilleux. L'expérience était vraiment, vraiment magnifique. Je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avec le deuxième? C'était pas un choix de ne pas le faire. C'est que entre la naissance du premier et la naissance du deuxième, la législation en France avait changé et les sages-femmes se sont retrouvées sans assurance. Et du coup, je sais que la sage-femme avec laquelle j'avais fait l'accouchement à domicile n'était plus assurée et c'était un trop gros risque pour elle. Donc, j'ai pas pu faire le même chemin avec mon deuxième. Du coup, j'ai fait au mieux avec les circonstances, au mieux dans le sens où le plus proche que j'ai pu trouver comme cheminement à ce que je connaissais avant, c'était d'accoucher en ambulatoire, donc d'attendre pas à la dernière minute, mais
de ne pas avoir beaucoup de temps à passer à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital quand j'étais bien avancée dans le travail. J'ai accouché, puis je suis rentrée quelques heures plus tard à la maison. Et le suivi a été fait par la sage-femme à la maison. Donc pour le bébé, pour moi, tout de suite après l'accouchement. Donc j'ai passé quelques heures à l'hôpital uniquement. Et donc c'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité dans ton... Oui, dans mon environnement immédiat, dans la région, j'avais pas le choix. J'ai hésité à changer de région, à aller accoucher ailleurs pour pouvoir accoucher à la maison, mais du coup ça n'aurait pas été chez moi, ça aurait été quelque part ailleurs et ça me paraissait trop compliqué. Donc j'ai accepté ce compromis. J'ai accepté ce compromis qui s'est très bien passé d'ailleurs, heureusement. Donc j'ai pas eu d'expérience très négative par rapport à ce que j'attendais. Ça s'est très bien passé. On m'a laissé faire ce que je voulais, plus ou moins, à l'hôpital. Peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de faire autrement. Hein. C'était vraiment pas une urgence, non, mais j'ai eu le temps d'expliquer mon cheminement avant. Ils ont vu dans mon dossier que j'avais accouché à la maison pour le premier, donc ils ont compris que je voulais une certaine liberté et on me l'a accordé très très gentiment et j'ai eu un bon accouchement à l'hôpital aussi. Donc c'était une bonne surprise parce que je ne savais pas quoi m'attendre et comme on sait qu'à l'hôpital, eh bien, on ne sait pas sur qui on va tomber, c'est les personnes de garde qui sont là, qui nous accueillent. Je ne pouvais pas à l'avance m'assurer d'avoir la personne à qui j'avais parlé avant. Donc je n'avais qu'à espérer que la personne qui serait là à ce moment-là serait suffisamment ouverte pour entendre ce que j'espérais de cette expérience. Et ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu la chance. Mais comme tu le dis, à l'hôpital, c'est une rencontre en urgence, quelque part. Oui. On se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. Et ça, pour moi, était un élément très... peut-être pas effrayant, je n'irai pas jusque-là, mais ça perturbe le déroulement complètement... on ne peut plus juste se livrer à une expérience naturelle, pour le dire comme ça, quand il faut qu'on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas au moment où on va accoucher. C'est un peu inhibant, pour le dire comme ça, et j'avais peur que ça perturbe mon travail. Mais bon, j'ai réussi à préserver un peu ma bulle, on pourrait le dire comme ça, parce qu'on m'a laissé vraiment seule avec mon mari. On nous a accueillis et on nous a laissés seuls dans la salle de travail, pratiquement jusqu'à la fin en fait. Donc, alors, pour revenir à la maison, pour toi c'est un choix de... C'est quoi? C'est simplicité, liberté, autonomie? C'est quoi en fait le maître mot pour toi? Le maître mot, je dirais que c'est la naturalité, le fait que je crois que c'est comme ça que ça devrait se passer, que c'est pour ça qu'on a été conçu et que peut-être que je suis influencée par mon expérience de ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai pu lire à ce sujet. C'est précieux le sentiment d'aisance ou de confiance qu'on peut avoir quand on est chez soi. Et d'après ce que j'ai vécu et lu et entendu, ça se traduit par un bon déroulement des choses quand on est en confiance. Et en confiance chez soi, et on n'est pas inhibé, ben, tout roule. J'ai l'impression que tout va de soi. Tout va de soi quand on n'a pas d'éléments qui nous inhibent, qui nous perturbent, qui nous forcent à gérer quelque chose qui n'est pas
principalement notre accouchement en fait. Je pense qu'on peut se laisser aller à cette expérience entièrement, sans faire attention au reste. Quand on est chez soi, entouré des gens qu'on connaît intimement. J'ai vécu les deux. Je pense qu'à l'hôpital, c'est quand même un environnement hostile, entre guillemets. C'est pas chez nous. Et ça, quelque part, il faut qu'on s'adapte à cet environnement, qu'on soit conscient de cet environnement. Et ça nous détourne de notre action fondamentale qui est de s'occuper de son accouchement. Je le vis comme ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que pouvoir vivre cette expérience chez soi, entouré des gens avec lesquels on est en pleine intimité, est très naturel, évident et assez précieux. Parce qu'on peut vraiment consacrer toute son attention à ce qui se passe, à ce qu'on vit, de vivre pleinement, sans perturbation. Voilà. C'est comme ça que je le sens. Ouais. Alors, comment tu as géré les relations avec ta famille, ton mari déjà, d'abord, ton mari, comment il était d'accord, comment ça s'est passé? Quand j'ai évoqué l'idée la première fois, il n'était pas franchement pas d'accord. Il n'était pas d'accord, mais il n'était pas non plus très opposé. Il ne comprenait pas l'intérêt de ça et pourquoi prendre des risques alors qu'on peut faire comme tout le monde. Donc j'ai dû l'embarquer un peu dans mon chemin en lui racontant bien sûr l'histoire de ma sœur, en le faisant parler avec ma sœur de ça, en lui faisant lire quelques livres que j'ai pu obtenir sur le sujet. Mais je pense que l'élément décisif pour lui a été la rencontre avec un médecin qui pratiquait les accouchements à domicile. Et il a parlé un langage que mon mari pouvait comprendre en fait. Et ça lui a semblé très sensé, raisonnable, raisonné et logique. Donc il a accepté que ce n'était pas une idée si saugrenue que ça. Quand il a pu entendre ce médecin parler du sujet. Là, il a compris que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc, il a adhéré après ce moment-là à l'idée, et puis il a été très, très, complètement embarqué dans l'expérience, finalement. Il a participé pleinement. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, je trouve que je me faisais une idée déjà de ce que ça allait être, déjà parce que j'ai vu quand j'ai vu ma sœur accoucher, et puis par tout ce que j'ai pu lire, je me préparais un peu à ça et j'avais une idée de comment ça devait se dérouler. Il était évident pour moi que si les femmes depuis le début de l'humanité ont accouché naturellement, que ça se faisait facilement, entre guillemets facilement. On a toujours entendu parler de la douleur, hein, toujours. Accoucher, c'est la chose la plus douloureuse qu'on puisse imaginer. Donc je me disais oui, mais si toutes les femmes l'ont fait depuis le début de l'humanité, ça doit être supportable quand même. Donc même si la sage-femme m'avait bien prévenu que ça pouvait être long et douloureux, surtout pour un premier, je suis forte, je suis sûre que je peux endurer ça. Donc je crois que j'ai sous-estimé la douleur. Je crois que j'ai sous-estimé la douleur parce que je me suis retrouvée le jour J à avoir des contractions légères, évidemment, la plupart de la journée, très très gérables, pas du tout douloureuses. Et je me suis dit, bon, si c'est que ça, hein, c'est facile. Et puis il y a un moment où ça a commencé à se corser un peu. Et à un moment où je sentais que je ne pouvais plus fonctionner normalement, marcher, faire autre chose, je devais déjà commencer à me concentrer sur la douleur de mes contractions quand j'ai appelé la sage-femme. Et quand elle est arrivée et qu'elle m'a examinée,
et qu'elle m'a dit que je n'étais qu'à 2 cm de dilatation, ça m'a fait un choc. Elle m'a dit, oh là là, si tu te sens comme ça déjà, ça va être long et pénible. Alors elle m'a dit, c'est mal barré, et je te préviens, si tu n'es pas complètement dilatée d'ici minuit, alors ça, elle me l'a dit vers 7h, 7h30 du soir, hein, mais si tu n'es pas complètement dilatée à minuit, je baisse les bras, on va à l'hôpital. Et ça m'a un peu, ça m'a un peu fait peur. Donc je me suis dit, oh là là. Elle m'a dit, il faut que tu te mettes au travail là, il faut que tu accélères, que tu fasses que ces contractions soient plus efficaces, il faut que tu travailles sur la dilatation et que tu ne laisses pas trop traîner, parce qu'après, tu seras trop crevé, et ce sera vraiment pénible. Donc, bon, je me suis un peu concentrée sur la tâche, que je trouvais de plus en plus pénible, et venu le moment qu'on appelle de transition, je suppose vers 6-7 cm, je trouve que ça est devenu vraiment intolérable, la douleur. Hein. Je pensais que ça commençait à vraiment devenir insupportable. Et je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai voulu accoucher à la maison? Mais pourquoi je fais ça? Et je pense que c'était vraiment le moment de faiblesse où si j'avais été à l'hôpital et qu'on m'avait proposé une péridurale, je pense que je l'aurais accepté. Il y a eu un moment où j'étais vraiment en désarroi devant la douleur. Je trouvais ça vraiment trop dur. Mais j'avais pas le choix. J'étais chez moi, il fallait mordre l'oreiller et continuer. Moi, j'ai pas eu le choix. Ma sage-femme me conseillait tout le temps de faire attention à ma respiration, parce qu'il fallait avoir une respiration continue et pouvoir ne pas bloquer. Et donc, bon, j'ai été très concentrée là-dessus pendant ce qui m'a semblé des heures. Et puis, venu le moment de la dilatation complète, ça a dû être vers, oui, un peu avant minuit, je pense. Hein. Donc j'ai réussi le pari. Donc du coup, on n'est pas parti à l'hôpital. Mais après, venait l'expulsion. L'expulsion était longue et pénible. C'était long et pénible. C'était difficile, vraiment. J'ai perdu la notion du temps. J'ai senti un énorme soulagement que de pouvoir pousser pendant les contractions. J'ai été tellement contente de sentir que les contractions n'étaient plus quelque chose à subir, mais un travail dans lequel je pouvais participer. Je me souviens très bien du soulagement que c'était que de pouvoir pousser pendant les contractions. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps, ça a duré environ 1h30. Donc 1h30 de poussée, c'était long et fatigant. Donc la sage-femme était, disons, très encourageante. M'encourageait beaucoup à pousser de plus en plus fort, à demander à mon mari de me soutenir et de vraiment essayer de m'aider à ce que je pousse efficacement, parce que ça n'avançait pas très vite. Et donc, oui, au bout d'1h30 de pousser, finalement, Joël a commencé à faire sa sortie et j'ai été, je me souviens, un autre détail un peu drôle, c'était donc vers 1h30 du matin. J'avais très envie de crier, parce que ça faisait mal quand Joël était en train de sortir. Mais ma sage-femme ne m'autorisait pas à crier, parce qu'elle me disait que pour crier, il fallait que je bloque ma respiration et qu'il fallait continuer à respirer. Donc, je n'avais pas vraiment l'autorisation de crier. Et une fois que Joël est sorti, j'ai dit, est-ce que je peux crier maintenant? Elle m'a dit oui. Alors là, j'ai poussé un cri
un énorme cri, parce que tout ce que j'avais retenu, j'ai pu le lâcher, j'ai poussé un énorme cri. J'ai pas pensé à mes voisins, qui que ce soit qui pouvait nous entendre. On habitait un appartement à l'époque. Mais bon, j'ai pu me soulager, j'avais tellement envie de crier que bon, j'ai crié un bon coup après. Et, j'étais très soulagée et j'étais très heureuse de voir mon bébé en pleine santé, en pleine bonne santé. Et on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille non plus, hein, avant sa naissance. Un autre détail qui ne nous a pas préoccupés, j'ai eu Joël sur moi, sur ma poitrine pendant peut-être 2 ou 3 heures avant de... Alors, est-ce qu'on veut savoir si c'est un garçon ou une fille? À ce moment-là, oui, c'est peut-être le moment, donc on a découvert que c'était un garçon à ce moment-là. Et je me suis dit, oui, c'est drôle, on ne s'est pas inquiété de savoir si c'était un garçon ou une fille, c'était mon bébé, c'est tout. Donc oui, c'était merveilleux. Je me souviens que je pouvais voir la lune, la pleine lune, donc par la fenêtre. Hein. Tout ce temps-là, je voyais la lune. C'était très, très magique comme expérience, comme moment. Après, cette sérénité, ce sentiment d'accomplissement et de bonheur complet qu'on va avoir après la naissance, c'était merveilleux. C'était absolument un moment délicieux. À vouloir recommencer. C'était magnifique. Je l'avais vu de l'extérieur, j'avais vu ça quand ma soeur avait accouché, mais je ne pouvais pas imaginer ce qu'on pouvait ressentir. C'était inimaginable pour moi, à quel point on pouvait être submergé par des sensations aussi fortes et merveilleuses. C'était vraiment super. Et ton mari, il était à quelle place alors pendant le travail? Alors lui, il était derrière moi. Il était assis derrière moi. Presque tout le temps. Il était derrière moi, collé à moi, il me soutenait le dos. Enfin, il me soutenait en fait. Il était derrière moi pratiquement tout le temps. Est-ce que tu as utilisé des techniques, je sais pas, genre le bain, les massages? J'ai voulu. Alors le massage, non. Je pense que j'avais vraiment pas envie, le moment venu du travail. Le bain, je pensais que j'allais l'utiliser, mais le bain, je l'ai utilisé très tôt au début du travail, parce que ça calmait les contractions et ça calmait la douleur. C'était très agréable, en effet, au début du travail. Après, je sentais que je ne pouvais plus bouger, en fait. Une fois que j'avançais suffisamment, je sentais que je ne pouvais plus bouger. Peut-être que j'aurais pu, mais je sentais que je n'avais pas assez de contrôle sur mon corps pour bouger, me déplacer dans la baignoire. Donc je suis restée dans mon lit, mais je me tournais dans tous les sens sur le lit. Mais je n'ai pas voulu aller dans le bain après. Et en termes de technique, alors méthode, j'ai lu quelques bouquins différents sur possibilités de méthodes pour gérer le travail ou la douleur, des choses comme ça. Mais je pense que j'ai rien trouvé de magique, on va le dire comme ça. J'ai lu tout et son contraire. J'avais la notion de Lamaze. Alors je ne sais pas s'il est très connu en France. C'est un Français qui a fait un grand parcours aux États-Unis, très 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 connu, la méthode Lamaze, qui sont des techniques de respiration pour se mettre dans un état de conscience différent dans lequel on ne perçoit pas la douleur de la même façon. Mais ce que j'ai lu sur Lamaze ne me convainquait pas. Et puis j'ai entendu parler d'un autre médecin américain qui avait beaucoup écrit sur la gestion de la douleur, qui s'appelle Bradley. Et ma soeur m'en avait beaucoup parlé, donc j'ai lu le bouquin de Bradley qui dit essentiellement c'est normal d'avoir mal, hein, ça fait partie des choses, et il faut apprendre quelque part à être dans cette douleur, à l'accompagner. Donc
ça me paraissait plus évident de dire bon, je surfe la vague de la douleur avec, en sachant que cette douleur est utile. C'est une douleur utile. Donc c'est un travail. Donc je me focalisais un peu là-dessus. Mais bon, je ne peux pas dire que j'avais un grand contrôle sur ce qui se passait. Je pense que j'essayais juste de survivre les vagues. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir appliqué quoi que ce soit. Hein. Et puis bon, j'écoutais ma sage-femme qui, elle, avait des conseils tout le temps sur la respiration et la posture à avoir pour ne pas bloquer le processus, essayer de faire que le processus puisse se faire son blocage. Quand elle voyait que j'étais trop tendue, il fallait que j'essaye de débloquer la tension. Donc essentiellement c'était ça, mais c'était pas plus que ça. Et alors, dans quelle posture tu étais au moment de l'expulsion? Tu étais sur le dos ou tu étais dans une autre? J'étais pratiquement assise, en fait. J'étais pas sur le dos, mais j'étais pas assise, mais entre les deux, comme mi-assise, enfin, je suppose qu'on peut dire ça, parce que j'étais surélevée, mais sur mes fesses, quoi. Ouais, pratiquement. Oui, j'avais aussi pensé, bien avant l'accouchement, que bon, j'allais probablement essayer plein de positions différentes, mais j'avais pas envie. Je voulais rester comme ça. Mais oui, je voulais pas être allongée, ça c'est certain. C'était pas naturel du tout pour moi. Il fallait que je me mette, enfin, au moins mon torse devait être vertical parce que j'avais plus de contrôle sur ce qui se passait. Et la seule chose dont la sage-femme sur laquelle elle a insisté absolument, c'était la courbure de mon corps, qu'il fallait qu'elle soit vraiment concave face à elle, évidemment. Et donc pour ça, elle m'a conseillé vraiment de penser à mon menton par rapport à mon thorax, de façon à ce que mon bassin soit dans le bon angle et non pas cambré, en fait. Et ça, je me rendais compte que dès que je pensais à ça, ça aidait beaucoup, ça me soulageait quand je me mettais dans une posture ronde. Dans ce sens-là, ça avait l'air d'être la bonne position pour que les choses puissent se faire, en fait. Donc elle me l'a rappelé 2 ou 3 fois, quand voilà, si je me tendais dans un autre sens, elle me rappelait que dans cette position-là, on était plus physiologiquement approprié à l'accouchement. Mais à part ça, non. J'étais assise, évidemment, avec les genoux bien tirés vers moi. Ça me semblait plus naturel, enfin instinctivement. Hein, je n'avais pas réfléchi à la posture, j'ai juste fait ce qui me semblait nécessaire à ce moment-là. Et alors, ta famille, tes parents, tes beaux-parents aussi, comment vous avez géré ça avant Ah oui, on devait parler de la famille. Bon, mon mari, je l'ai déjà dit. Ma mère et ma grande sœur devaient venir être présentes à l'accouchement. Mais bon, ils habitent en Amérique et bon, on ne pouvait pas être sûr de la date de l'accouchement, et il est arrivé 3 jours avant la date prévue, mon fils. Donc ma mère est arrivée le soir même. Donc j'étais en plein travail quand elle est arrivée, et ma grande sœur est arrivée 2 ou 3 jours après. Donc ça aussi, c'est pour moi un moment précieux que d'avoir ma mère et ma sœur là, parce que c'était vraiment important pour moi d'être entourée de ma famille. Et je pense que pendant l'accouchement, c'est peut-être pas un élément anodin d'avoir ma mère présente. Elle était très discrète, elle n'a pas dit un mot, elle était vraiment à côté de moi. À la limite, elle mettait sa main sur mon dos par moment, mais c'est tout en fait, elle n'a rien dit. Et donc je ne l'ai pas perçue énormément, je savais que sa présence était là, et ça m'a rassurée en quelque sorte, de savoir que ma mère était là, parce que c'est ma mère, et peut-être parce que je sais qu'elle est médecin, et que si elle voit que quelque chose ne va pas, elle aurait réagi. Mais
Mais oui, savoir que ma mère était là, c'était important pour moi. En quelque sorte, je pense que c'était un élément important. Et sinon, ma belle famille m'ont jamais rien dit de négatif. Hein. Je pense qu'ils ont dû imaginer que c'était peut-être un peu fou, mais ils n'ont jamais rien dit. Ils ont suivi très, très discrètement tout. Mes beaux-parents et ma belle-sœur sont venus nous voir aussi dans les 2 jours qui ont suivi et ils étaient contents, ils étaient ravis. Bon, en tout cas, ils n'ont pas dit s'ils approuvaient pas, hein, ils n'ont jamais dit ça. D'accord, donc tu n'as pas eu de pression non, pendant la non, grossesse? Non, j'ai pas eu de pression du tout de la part de ma belle famille. Éventuellement de mon père, parce que mon père est médecin aussi, et il trouvait ça peut-être, encore une fois, mais qu'est-ce que vous allez faire, à prendre des risques, etc. Mais il m'a dû me suggérer ça une fois, et puis il m'a dit, bon, vous savez ce que vous faites, je sais que vous n'êtes pas idiot, si vous faites ça, c'est parce que vous savez ce que vous faites, donc voilà. Après, il était soulagé de savoir que tout s'était très bien passé, donc voilà. Ces 3 filles ont toutes les 3 accouché à la maison, donc il était un peu plus habitué. J'étais la 3e à accoucher à la maison, donc je pense qu'il avait déjà, il était un peu rodé maintenant. Mais bon, ça s'est bien passé, oui. J'ai pas suivi de pression familiale, heureusement, par rapport à ça. Soit ils n'osaient pas dire quoi que ce soit, soit ils ne pensaient pas non plus que c'était quelque chose aussi difficile que ça à comprendre. Toi-même, tu n'es pas née à la maison? Non, pas du tout. Je suis née dans les années 60 aux États-Unis, fille de médecins, donc il y avait peu de chances que ça arrive. Mes parents étaient à fond dans la médicalisation à outrance, donc non, je suis née à l'hôpital, comme la plupart du monde à l'époque. Et évidemment, je crois que d'après ce que ma mère me raconte de son accouchement quand je suis née et quand mes frères et sœurs sont nés, on faisait ça, oui, de façon très médicalisée et sans poser la moindre question aux patients. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas être anesthésié? On ne posait pas la question. On anesthésiait les gens systématiquement. Et qu'elle étant médecin... aux États-Unis, tu parles? Ah oui, aux États-Unis. Parce qu'en France, dans les années 60, on n'anesthésiait pas encore. Hein. D'accord, aux États-Unis. Non, je parle des États-Unis dans les années 60. Et d'après ma mère, c'était systématique. On ne posait pas la question. On anesthésiait les gens, on anesthésiait les femmes. Et en plus, on leur donnait... on leur donnait une injection immédiatement après l'accouchement pour qu'elles ne puissent pas allaiter, hein, pour qu'elles ne puissent pas. Non, c'était pas ça le but. Oui, parce qu'on supposait que personne n'allaitait, donc à l'époque non plus. Donc on donnait une injection d'hormones pour couper le lait et on bandait les seins aux femmes. Mais sans leur poser la moindre question. C'était comme ça, systématiquement. Donc, ma mère a dit qu'elle étant médecin, elle trouvait ça normal, mais quand elle a accouché, elle a trouvé ça trop violent. Et peu à peu, elle a eu 4 enfants. Hein. Avec le premier, ça s'est passé comme ça. Avec le deuxième, elle a demandé à ce qu'on ne l'endorme pas. Donc, elle a dû demander à ce qu'on l'anesthésie moins qu'avec le premier. Avec le troisième, elle a réussi à ce qu'on ne l'endorme pas du tout et qu'on lui donne que de la... alors, c'est un médicament qui s'appelle le Dramamine. Je ne sais pas si tu connais, mais le Dramamine, c'est un médicament qu'on donne pour les... comment est-ce qu'on appelle ça? Pour les étourdissements, enfin... pour le vertige, des choses comme ça.
et puis voilà, qui tranquillise énormément, qui est calme. Et puis pour ma petite sœur, la dernière accouchement, elle a réussi à demander à ce qu'on ne l'empêche pas d'allaiter en fait. Donc elle a dit j'ai fait quelques progrès au fur et à mesure, mais c'était tout dans les années 60 et c'était pas facile d'aller contre courant, surtout pas pour un médecin. Donc, mais elle a très bien compris qu'on veuille accoucher à la maison en fait. Elle trouvait ça génial de pouvoir accoucher à la maison. Donc d'un côté, bon, elle était très à l'affût que tout se passe bien et en même temps elle trouvait que c'était nécessaire d'avoir cet environnement tout à fait favorable à quelque chose qui se passe naturellement. Alors, je ne sais pas si tu envisages d'avoir un autre enfant ou non, mais si comme ça, dans l'absolu, est-ce que tu recommencerais un accouchement à la maison ou... Oh, certainement. Certainement, certainement. Et j'irais jusqu'à dire que je pense que, oui, quand j'ai eu mon deuxième, j'étais peut-être trop... oui, est-ce que j'ai envisagé peut-être l'accouchement à la maison toute seule en fait, hein, puisqu'il n'y avait personne pour venir m'assister. Hein, j'aurais pu le faire, mais j'avais trop peur. J'avais trop peur et je ne me sentais pas du tout capable de prendre cette responsabilité. Maintenant, avec le recul et l'expérience des autres que je connais, je pense que je serais capable d'aller dans ce sens-là si j'avais un autre enfant un jour. C'est pas à projeter, mais si un jour j'avais un autre enfant, je pense que j'hésiterais moins à faire cette expérience toute seule parce que c'est quelque chose de merveilleux. Enfin, c'est précieux, je pense, dans la vie. C'est une occasion de faire ça de la façon la plus parfaite possible, je pense. Donc à moins que, bien sûr, j'ai un risque quelconque que quelque chose se passe mal, mais j'envisagerais même la possibilité d'accoucher à la maison sans assistance. Ça pourrait se faire, je pense. Mais bon, ça n'est pas projeté. J'hésiterai certainement pas à accoucher à la maison, encore une fois. Ah non, au contraire. Je ferai tout pour. Ton mari, il n'est pas là, mais comment il l'a vécu, lui? Il était heureux après? Oui, je pense que pour lui c'était une grande surprise, parce qu'il n'avait jamais vu ni entendu parler, enfin, à part par moi et par ce cheminement qu'on a fait pendant que j'étais enceinte. C'était complètement nouveau pour lui. Donc c'est vrai qu'il a vécu cette expérience comme un moment très très intense et encore une fois surpris de la naturalité avec laquelle ça se déroulait en fait. Je pense qu'il avait certainement eu peur que ce soit un événement trop difficile à gérer, compliqué, ce qu'on peut imaginer quand on n'a jamais vu un accouchement. Et qu'il était surpris de voir que ça se faisait tout naturellement en fait. Ça se faisait tout naturellement et qu'il était là et qu'il accompagnait de façon très naturelle. Il n'a pas eu besoin de réfléchir à comment faire, comment on fait quoi. Ça se fait comme ça. Et que ça s'est passé et qu'il n'a pas... oui, je pense qu'il a été surpris de vivre ça d'une façon très naturelle. Et donc, quand il en parle, il dit que c'est un moment très spécial, très, très précieux, un moment précieux. Ouais. Donc, oui, très content. Et il aurait recommencé sans problème. Il était prêt à le faire pour le deuxième, absolument. Est-ce que tu penses que ça a changé son regard sur toi un peu ou votre relation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a changé son regard sur moi. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Oui. Et toi, qu'est-ce que ça t'a... En tout cas, il ne m'a pas dit
avant je croyais pas que tu étais aussi folle, ou avant je croyais pas que tu étais aussi forte. Enfin, il m'a jamais dit, hein, donc je sais pas. Ouais. Et moi, est-ce que... Toi, est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose en toi? Ça t'a apporté... Oui, ah oui, oui, oui. Déjà, de par ce que je viens de raconter, ma surprise devant l'intensité de l'expérience, euh, et ma surprise devant l'intensité de la douleur. Et je pense que ça, c'est une des choses qui m'a fait... qui m'a donné un sentiment de fierté assez grand. Je me suis sentie très très fière de moi, d'avoir vécu ça. Et, et oui, peut-être que ça fait partie des sentiments qu'on garde. Hein. J'ai fait ça et c'était que moi, hein, toute seule. Et ça, c'est un sentiment fort qui nourrit notre sens de soi. Oui, je pense que c'est précieux ça aussi. On gagne une bonne assise sur notre capacité d'être et de faire. C'était assez... Je n'envisageais pas ça avant. Je n'avais pas imaginé que ça c'était en plus un plus à gagner. C'était pas une motivation, donc je n'avais pas imaginé ce que ça pouvait m'apporter comme sentiment par rapport à moi. Et de l'avoir fait, ouais, ça laisse des bons sentiments de fierté quand même. C'est se rendre compte de sa capacité est quand même très beau.